Bienvenue dans notre exploration du jour. On plonge vraiment dans les idées étonnantes et fascinantes du premier chapitre de l'essai Conscience, l'éveil de la matière de Denis Baudouin. Oui, bonjour. Le point de départ, c'est une question qui donne un peu le vertige, hein. Comment la matière, qu'on imagine inerte, peut non seulement s'animer, mais se complexifier au point de, potentiellement, donner naissance à la conscience. C'est la grande question, en effet. Et l'auteur, lui, nous propose des principes cachés, une sorte de recette secrète qui expliquerait cet éveil. Alors notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu ces concepts fondamentaux. Extraire les idées clés, oui. Voilà, en extraire la substantifique moelle et comprendre comment, selon sa perspective à lui, très particulière, il pourrait jeter les bases de la vie et même de la pensée. Alors, préparez-vous, c'est une plongée dans une vision assez audacieuse de la matière elle-même. Absolument. Et ce qui frappe d'emblée, je trouve, c'est vraiment l'originalité presque radicale de l'approche. Face à ce mystère immense, scientifique et philosophique, l'émergence de la conscience, Oui. l'auteur, il ne cherche pas seulement dans la complexité des structures qu'on connaît, il postule des propriétés vraiment inédites, intrinsèques à la matière, dès son niveau le plus fondamental. D'accord. Et c'est important de préciser, je pense, que notre analyse ici, elle va se concentrer sur la logique interne de ces concepts, tels qu'ils sont présentés dans ce chapitre. On ne va pas porter de jugement sur leur validité scientifique externe, mais plutôt explorer leur cohérence propre et ce que ça implique au niveau théorique. Parfait. C'est clair. Alors, commençons par la première pierre de cet édifice conceptuel. Une idée qui peut sembler, comment dire, assez contre-intuitive. Oui, on peut le dire. Et si chaque atome, la brique élémentaire de tout, possédait ce que l'auteur appelle une mémoire intrinsèque? Mhm. Il ne faut pas imaginer ça comme un disque dur miniature, plutôt comme une propriété fondamentale, cachée, un peu comme la masse ou la charge électrique. Mais la grosse différence, c'est qu'elle serait non quantifiable, Voilà. non mesurable par nos instruments actuels. Son rôle, ce serait quoi? De mémoriser certaines interactions, celles qui seraient significatives, via les champs électriques autour. Franchement, ça remet pas mal de choses en question dès le départ, non? Ah oui, carrément. Et ce point non quantifiable, c'est capital. Ça place d'emblée cette mémoire hors du champ de la physique expérimentale classique. On ne cherche pas une nouvelle particule ou une force qu'on pourrait mesurer. D'accord. C'est un postulat, oui, philosophico-scientifique sur la nature même de la matière. Et cette notion de filtre aussi, ne mémoriser que le significatif ou l'intéressant, c'est crucial. Pourquoi ce filtre? Mais ça suggère une sorte de sélectivité primordiale. L'univers matériel, dans cette vision, ne serait pas juste un enregistreur passif de tout et n'importe quoi. Il opérerait déjà un tri à la base. Ce qui est fascinant, c'est l'ambition derrière ça. C'est-à-dire? Mais l'ambition d'expliquer potentiellement l'auto-organisation de la matière, l'émergence de la vie, et puis au final la conscience. Tout ça à partir de cette simple capacité mémorielle élémentaire. C'est énorme comme ambition. Mais alors, qu'est-ce que ce serait une interaction significative pour un atome? Et pourquoi un simple caillot, par exemple, qui est fait de plein d'atomes, ne semble pas montrer cette mémoire? Bonne question. Le texte apporte une piste. Le comportement d'un caillot, finalement, il est largement prévisible. Il est dicté par des lois physiques qu'on connaît bien. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés ou d'intérêt à enregistrer si on suit cette logique. Ok. La mémorisation, selon l'auteur, elle deviendrait pertinente seulement dans des milieux beaucoup plus dynamiques, plus complexes. Il faut penser à la fameuse soupe primordiale, Ah oui. riche en molécules diverses, qui interagissent de manière chaotique, certes, mais aussi parfois de façon plus structurée. Et c'est là que ça deviendrait intéressant pour la mémoire. D'accord. C'est dans la complexité que ça se joue. Exactement. Ces environnements complexes, ils sont peuplés de molécules capables de bien plus que des mouvements simples et prévisibles. Elles vibrent, elles se plient, elles se tordent, elles interagissent de façon parfois imprévisible. Mhm. Et c'est là qu'intervient ce concept clé d'information subjective. Les atomes, au sein de ces molécules complexes, ils n'enregistreraient pas les interactions comme des données brutes, objectives, genre une position, une vitesse, une énergie exacte. Non. Non, ils capteraient plutôt ce que l'auteur appelle des motifs dynamiques, des sortes d'impressions floues et variées. Subjective, donc. Subjective, oui, c'est ça le mot-clé. Ça veut dire que l'info mémorisée dépend du contexte, de l'histoire de l'atome, de la molécule. Ce n'est pas une donnée universelle, figée. Il y a vraiment un contraste fort qui est posé. Entre quoi et quoi?
Entre la routine prévisible des systèmes simples, jugés pas intéressantes, et la richesse imprévisible des systèmes complexes, qui, elles, seraient source d'intérêt et donc de mémorisation subjective. Je vois, ok. Donc on a des atomes qui, si l'environnement est assez complexe, commencent à enregistrer des impressions subjectives de ce qui leur arrive. Mais alors comment ces petits souvenirs atomiques isolés, ces notes individuelles, peuvent former une mélodie cohérente à l'échelle d'une molécule ou d'une structure plus grande? Si chacun a sa mémoire dans son coin, comment ça peut s'organiser? C'est la question logique suivante, oui, et elle nous amène au deuxième ingrédient magique, si on peut dire, postulé par l'auteur, le champ électrique. Ah, le champ électrique. Mais attention, on ne parle pas seulement du champ électrique tel que la physique le décrit habituellement, ce champ de force qui gère les interactions entre particules chargées. Non, il fait autre chose. L'auteur lui donne un rôle supplémentaire, beaucoup plus énigmatique, celui d'intégrateur silencieux. Un intégrateur silencieux. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça implique quoi? L'hypothèse, c'est que ce champ électrique, qui est généré par les atomes et les molécules eux-mêmes, il ne ferait pas que transmettre des forces. Il aurait aussi la capacité d'unir, d'harmoniser et même de fusionner les mémoires atomiques individuelles qui baignent dedans. Carrément. Oui. Il agirait comme une sorte de chef d'orchestre invisible, créant une espèce d'intuition commune ou de mémoire collective à l'échelle de la structure, que ce soit une molécule, un assemblage. Waouh. C'est une extension conceptuelle assez majeure quand même. On prête au champ électrique une fonction quasi informationnelle, bien au-delà de son rôle physique classique. Le défi conceptuel ici, qui n'est pas vraiment détaillé dans le texte qu'on a, c'est d'imaginer comment un champ physique pourrait concrètement lire et fusionner ce qui est postulé comme étant une information subjective et non quantifiable. C'est un point vraiment central et délicat de la théorie. Oui, j'imagine. L'auteur utilise une analogie qui est assez parlante, je trouve, pour expliquer cette synergie nécessaire. La mémoire atomique seule, ce serait comme une immense bibliothèque, oui, pleine de livres précieux, mais tous scellés, illisibles. C'est ça? Et le champ électrique seul, lui, sans mémoire en dessous, ce serait juste de l'énergie pure. Une force sans message, sans contenu. Exactement. Et c'est seulement leur combinaison, leur interaction dynamique qui permettrait l'émergence de quelque chose de nouveau, peut-être les prémices de la vie. Le champ électrique devient alors ce lecteur invisible qui déchiffre les mémoires atomiques et qui tisse, à partir de ces impressions subjectives, une histoire cohérente, une mémoire partagée. C'est parfaitement résumé. Cette synergie est présentée comme absolument fondamentale. L'un sans l'autre resterait stérile, un potentiel qui n'aboutit pas. La mémoire atomique, elle a besoin du champ pour s'exprimer, pour s'agréger et potentiellement pour influencer la structure ou le comportement. Et inversement. Et inversement, le champ dans cette vision, il a besoin de la mémoire pour avoir une substance informationnelle à intégrer et à véhiculer. Donc on demande au champ électrique de faire bien plus que ce que la physique lui attribue d'habitude. C'est un sacré saut conceptuel, mais il est nécessaire pour que le modèle tienne debout. D'accord. Alors, explorons comment cet assemblage en molécules affecterait concrètement cette mémoire. Le texte prend l'exemple simple de la molécule d'eau, H2O. Oui, classique. Deux atomes d'hydrogène, un d'oxygène, ils s'unissent, ils partagent des électrons et, pouf, ils créent un champ électrique commun. L'idée proposée, c'est qu'il serait alors logique que leurs mémoires intrinsèques, si elles existent, s'entremêlent. Elle fusionne en quelque sorte. Et la persistance de la mémoire commune, c'est un point clé. Tant que la molécule existe en tant que telle, sa mémoire partagée perdure. Mais, et c'est une nuance importante, soulignée par l'auteur lui-même, ça ne veut pas dire que toutes les mémoires se valent. Une molécule d'eau, même si elle traverse les âges, est-ce qu'elle a vraiment une histoire significative à raconter au sens de ce modèle? Probablement pas, j'imagine. Probablement pas, non. Ces interactions dans un verre d'eau, dans un océan, elles sont largement dominées par le chaos, les collisions aléatoires. Pour trouver une mémoire jugée intéressante, capable de stocker des infos complexes, potentiellement utiles, il faut aller voir des architectures moléculaires bien plus élaborées. La complexité structurelle redevient la clé. Et c'est là qu'intervient une autre idée vraiment intrigante, qui essaie de répondre à une question fondamentale sur l'origine de la vie, en fait. Laquelle? Dans la soupe primordiale, cet environnement hyper turbulent où des molécules complexes pouvaient apparaître par hasard, certes, mais où elles étaient aussi constamment menacées de destruction. Comment la complexité a pu s'établir durablement? Comment les premières structures stables, sophistiquées,
ont pu émerger et tenir bon. Ah oui, la question de la persistance de la complexité naissante. L'auteur avance une hypothèse assez audacieuse là-dessus. C'est-à-dire? Et si la capacité même de mémoriser, cette propriété fondamentale qu'on a postulée, était intrinsèquement liée à une sorte d'impulsion primitive à se conserver. Une impulsion à se conserver? Oui, pas une volonté consciente évidemment, hein, mais une tendance fondamentale, une sorte de biais en faveur de la préservation de l'intégrité de la structure qui porte la mémoire. Une sorte d'instinct de survie moléculaire lié à la mémoire? Euh, Comment ça marcherait, ça? L'idée, c'est que cette tendance, même si elle était infime, aurait pu donner un avantage sélectif crucial dans l'environnement hostile des origines. Les molécules, ou les assemblages moléculaires, qui, par leur complexité, portaient une mémoire jugée plus intéressante ou significative par le modèle, Oui, auraient eu une propension légèrement supérieure à maintenir leur structure face aux forces destructrices, la chaleur, les réactions chimiques aléatoires. C'est comme si la mémoire elle-même incitait la structure à tenir bon. l'image donnée est celle d'atomes qui se serrent les coudes. C'est exactement ça, pour préserver l'intégrité de leur foyer mémoriel. Ce mécanisme hypothétique aurait pu être un des facteurs qui a favorisé l'émergence et la stabilisation des précurseurs moléculaires de la vie. C'est une tentative d'expliquer l'auto-organisation et la persistance de la complexité, en fait. C'est fascinant comme idée. Donc on a des molécules complexes, porteuses d'une mémoire subjective, intégrée par un champ électrique, et qui auraient une tendance innée à préserver leur structure. Bon, étape suivante logique, est-ce que cette mémoire peut être partagée, transmise d'une molécule à une autre? L'expérience acquise par une molécule peut-elle bénéficier à une autre? Le texte explore effectivement cette possibilité de transmission. Il faut imaginer deux molécules, une qui est riche en expérience, qui a une mémoire significative, et une autre qui est vierge, ou moins expérimentée. D'accord. Si elles s'approchent assez près, leurs champs électriques pourraient fusionner temporairement. Pendant cette brève union électrostatique, elles partageraient le même espace de lecture mémorielle. Et c'est par ce biais que l'échange d'informations mémorielles, le transfert de l'empreinte pourrait se produire. C'est un peu comme un transfert de données sans fil, mais entre molécules, quoi. L'auteur utilise des analogies comme celle du parent qui transmet son vécu à l'enfant, ou du maître à l'élève. Oui, ces analogies illustrent bien l'idée. Le mécanisme postulé, c'est ce partage temporaire du champ intégrateur. Théoriquement, l'échange pourrait être bidirectionnel. Les deux molécules s'influencent mutuellement. Mais, Mais le texte suggère que dans la pratique, l'asymétrie serait fréquente. La molécule la plus expérimentée, celle qui a la mémoire la plus structurée ou significative, aurait tendance à imprimer son histoire sur la molécule moins expérimentée. qui absorberait l'information? Voilà, celle-ci absorberait l'information. C'est un mécanisme potentiel pour la diffusion et l'accumulation du savoir moléculaire au fil du temps et des interactions. D'accord. On a donc maintenant les briques cumées. Mémoire atomique subjective, intégration par le champ, conservation liée à l'intégrité et transmission par contact électrostatique. Alors, quelles sont les molécules qui incarnent le mieux ce potentiel, qui deviennent les acteurs clés de l'émergence de la vie selon ce modèle? Le texte met clairement en avant les acides aminés et surtout les structures qu'ils forment, les protéines. Exactement. Les acides aminés sont présentés comme les lettres d'un alphabet primitif. Isolés, ils sont relativement inertes. Mais quand on les assemble en longues chaînes selon des séquences précises, dictées par l'ARN et l'ADN, bien sûr, Vous voyez? ils forment les protéines, des macromolécules avec des structures tridimensionnelles incroyablement complexes et variées. Et le rôle des protéines ici, il va bien au-delà de simples briques de construction ou d'enzymes qui catalysent des réactions, n'est-ce pas? Ah oui, tout à fait. Le texte leur attribue un rôle central et bien plus actif. Il suggère que l'évolution, en sélectionnant les séquences génétiques, n'a pas seulement permis de construire des protéines avec des formes et des fonctions spécifiques, Mais aussi. mais aussi de leur transférer la mémoire accumulée au fil des générations moléculaires précédentes. Les protéines deviennent ainsi l'architecture dynamique du vivant, les dépositaires actifs d'un savoir-faire hérité et enrichi. C'est fort comme affirmation. Oui, et l'auteur va même jusqu'à proposer de les considérer comme l'unité fondamentale de la vie, peut-être même avant la cellule elle-même, dans l'ordre d'importance conceptuelle pour l'émergence des propriétés du vivant. C'est une perspective qui replace vraiment la protéine au cœur du jeu. Plus comme une simple exécutante. Non, mais comme porteuse d'une forme d'intelligence moléculaire intrinsèque. Elles sont décrites de manière très imagée, comme des artisans aveugles, mais doués d'une intuition surprenante.
Comment cette intuition, cette mémoire, fonctionnerait concrètement au sein d'une protéine? C'est une chaîne immense repliée sur elle-même. Est-ce que c'est une mémoire globale ou plutôt localisée? D'après le texte, elle ne serait pas uniforme. Le champ électrique, cet intégrateur silencieux, il varie le long de la structure complexe de la protéine. Certaines sections ou domaines de la protéine, qui sont particulièrement impliqués dans des mouvements spécifiques, comme le repliement, Oui, ou dans des interactions clés avec d'autres molécules, reconnaissance de substrat, liaison, mémoriseraient leurs actions propres. Ces mémoires locales contribueraient cependant à la mémoire globale, qui coordonne le comportement d'ensemble de la protéine. d'accord. Et le champ électrique global de la protéine, son aura, comme dit l'auteur, il jouerait quel rôle dans tout ça? Ce champ global, l'aura de la protéine, il est vu comme son interface dynamique avec le monde extérieur. C'est lui qui guiderait la façon dont la protéine change de forme, sa danse conformationnelle, on pourrait dire. Ça danse. Oui. C'est lui qui lui permettrait de reconnaître ses partenaires moléculaires et qui déterminerait sa sensibilité aux signaux et aux stimuli de son environnement. Les mémoires accumulées des actions et interactions passées s'inscriraient dans les motifs subtils et les variations de ce champ électrique. Donc, les protéines ne seraient plus vues comme de simples mécanismes moléculaires. Non, mais comme des entités dotées d'une forme d'expérience qui influence leur comportement présent et futur. Tout ça nous amène à la question presque inévitable, avec toute cette mémoire, cette intégration, ce savoir-faire. Est-ce qu'une protéine est consciente? Est-ce que c'est là qu'émerge la conscience, selon ce modèle? La réponse qui est donnée dans le texte est très claire, et elle utilise une analogie assez frappante. Non, Non. non. Demander si une protéine est consciente, ça reviendrait à demander si un seul pixel sur un écran constitue une image complète. Ah, d'accord, je vois l'idée. À ce niveau de complexité, celui d'une protéine individuelle, la mémoire n'aurait qu'une présence fonctionnelle. Elle permet à la protéine de faire son travail, d'interagir de manière adaptée, mais il ne s'agit que de germes. Juste des germes. Oui. Ce savoir-faire inscrit, ces mémoires fonctionnelles, ils devraient être intégrés et coordonnés à une échelle bien plus vaste, impliquant peut-être des réseaux de protéines, des cellules entières, voire des organismes complets, Ok. pour qu'émerge un véritable motif subjectif unifié. Et ça, ce serait alors une étape significative vers la conscience, telle qu'on l'envisage. Donc les protéines seraient une étape fondamentale, oui, absolument nécessaire, mais loin d'être suffisante. D'accord. Bon, essayons de récapituler les étapes clés de ce voyage conceptuel assez audacieux qu'on vient de faire dans ce premier chapitre. On part d'une hypothèse fondamentale et très spéculative. Une mémoire intrinsèque, non quantifiable, logée au cœur même des atomes. C'est ça. Capable d'enregistrer des interactions significatives de manière subjective. Ensuite, cette mémoire atomique, elle est lue, unifiée, harmonisée par le champ électrique autour. L'intégrateur silencieux. Voilà, qui agit comme un intégrateur silencieux, créant une mémoire commune au sein des structures. On a vu l'importance de l'intégrité de ces structures pour préserver la mémoire, avec même une possible tendance primitive à l'autoconservation liée à cette mémoire. Mhm. Puis, la possibilité que cette mémoire soit transmise entre molécules via un contact électrostatique temporaire, et finalement, le rôle central donné aux protéines. Les acteurs clés. Oui, ces macromolécules complexes vues comme les dépositaires actifs d'un savoir-faire moléculaire issu de cette mémoire accumulée et transmise, mais qui ne représentent encore au niveau individuel que des germes de conscience, des éléments fonctionnels de base. C'est une excellente synthèse, ça capture bien l'enchaînement logique proposé par l'auteur dans ce chapitre, oui. Et pour prolonger un peu la réflexion, en restant dans l'esprit du texte mais en allant un peu au-delà de ce qui est dit explicitement, Oui. si on accepte ne serait-ce que comme expérience de pensée, cette prémisse d'une mémoire fondamentale de la matière qui s'exprime et s'organise via la complexité structurelle et les champs électriques, quelles pourraient être les implications plus larges? Par exemple. Par exemple, est-ce que ça pourrait brouiller la frontière qu'on trace habituellement entre le vivant et le non-vivant? Est-ce qu'on pourrait imaginer l'émergence de propriétés similaires, des formes rudimentaires de mémoire organisée, de savoir-faire adaptatif dans d'autres types de systèmes complexes? Non biologique. Oui, non biologiques, mais qui partagent des caractéristiques structurelles et dynamiques. On peut penser aux réseaux informatiques, aux systèmes sociaux, peut-être même à des structures géologiques ou astrophysiques complexes. Jusqu'où ce principe d'une matière qui se souvient pourrait-il potentiellement s'appliquer?
C'est une question qui ouvre des perspectives assez vertigineuses, je trouve, sur la nature de l'information et de l'organisation dans l'univers. Une question vertigineuse, en effet, et qui laisse largement de quoi méditer. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous cette exploration en profondeur des idées vraiment stimulantes et non conventionnelles présentées dans ce premier chapitre de Conscience, l'éveil de la matière.